Bonjour à tous, je vous retrouve pour le rendez-vous point lecture du dimanche. J'espère que vous allez bien. J'ai eu l'occasion de lire pas mal de choses. J'ai lu aussi pas mal de mangas et j'ai eu quelques lectures qui sont quand même des assez gros pavés qu'on voit ici. Principalement, c'était des lectures qui étaient déjà en cours la semaine passée, ce qui fait que j'ai pu du coup terminer dans le courant de cette semaine-ci. Je vais vous parler de tout ça. Je démarre par celui-ci, Heartless, de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui était dans ma palle depuis un petit moment. J'avais lu de cet auteur les chroniques lunaires qu'on voit ici affichées à l'arrière, que j'avais vraiment adoré. Je les avais lus assez rapidement. C'était vraiment des très bonnes lectures, des revisites de contes. Celui-ci traînait un petit peu dans ma palle, je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai eu envie de le sélectionner, et de commencer sa lecture, et vraiment je ne le regrette pas. Je suis super contente d'avoir pu le découvrir. Alors, on est ici sur une histoire au pays des merveilles. Donc, on va découvrir. Le sujet principal sera la reine de cœur, donc la jeunesse de la reine de cœur. On a Catherine qui est une fille d'un marquis et d'une marquise. Ses parents ont vraiment de grandes ambitions pour elle. Ils la poussent le plus possible. Elle, par contre, ne voit pas les choses de la même manière. Tout ce qu'elle rêve, c'est d'avoir sa propre pâtisserie et de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Elle adore faire des gâteaux et elle a un talent pour cela. Donc son rêve, c'est vraiment de percer dans ce domaine. Le souci, c'est que le roi de cœur, a décidé d'en faire sa reine, ce qui ne l'arrange pas du tout. Donc Catherine va faire la rencontre du fou du roi, qui s'appelle Badin, et elle va développer des sentiments pour elle. Elle va même en tomber complètement amoureuse. Évidemment, étant donné que le roi de cœur est amoureux d'elle, qui souhaite l'épouser, que ses parents sont vraiment pour à 100%, tous ses espoirs s'envolent par rapport au fou du roi. Et elle va vraiment tout faire pour éviter ce destin, éviter de devenir la reine de cœur que l'on connaît grâce au dessin animé Alice au pays des merveilles. Donc on se retrouve à nouveau avec ce livre dans l'univers des contes, avec une histoire qui retrace la vie de la future reine de cœur. J'ai vraiment adoré cette histoire, ça se lit tout seul du début à la fin. Je l'ai lu vraiment très vite, on est happé, c'est une écriture qui est vraiment fluide, prenante, il se passe plein de choses. J'ai adoré, je suis vraiment très contente d'avoir pu faire cette lecture autour d'Alice au pays des merveilles, d'une réécriture de ce conte, en tout cas précédent Alice au pays des merveilles. Il y a du trafic, étant donné que ici on parle de la reine de cœur, qu'on connaît assez mal. J'avais fait une lecture précédemment pour les Disney et les Twisted Tales, où c'était un joyeux anniversaire qui traitait aussi de ce sujet, de ce thème, mais j'avais pas été convaincue vraiment par cette lecture, donc je suis vraiment contente d'avoir pu relever le niveau avec celui-ci. C'est vraiment très addictif, il y a des émotions qui sont vraiment bien présentes, c'est une très belle découverte à lire absolument. Si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait, je vous le conseille vraiment. On voit vraiment une autre facette de la reine de cœur, qui est en fait une jeune fille vraiment gentille, vraiment qui n'a rien à voir en fait avec le personnage de la reine de cœur, le personnage de la reine de cœur qui est cruel, qui est méchant, qui a vraiment un fond très noir. On va voir le développement pour en arriver à ce stade-là, parce qu'à la base, c'était vraiment une personne très gentille, très correcte, qui avait des rêves, et voilà, tout s'est mal déroulé en fait dans sa vie. Je passe ensuite à celui-ci, donc Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. C'était ma lecture en cours de la semaine passée également. Je l'ai terminée, j'avais plus grand chose à lire et j'ai vraiment adoré cette lecture. C'était vraiment une lecture toute douce. Nous sommes en 1837 au large du Canada et on va suivre Maria Cuthbert qui a 13 ans. Donc ici on se retrouve dans une histoire qui précède la saga Anne de Green Gables, où on suit le personnage vraiment de Maria qui accueille Anne chez elle avec son frère Matthew. C'est vraiment une très chouette histoire. Donc ici Maria vit avec son frère, avec ses parents également.
et sa mère va décéder brutalement. Donc Maria va se promettre de veiller toujours sur son frère et sur sur son père, en mémoire de sa mère. Attachée à cette promesse, Maria va vraiment mettre sa vie, ses désirs, ses espoirs, ses envies de côté. Elle va sacrifier également son amour pour John Blight et va s'investir auprès des plus démunis. Donc on va vraiment suivre le destin de Maria, de cette femme, vraiment courageuse. C'est une superbe histoire. J'ai trouvé ce livre par hasard, hein, je vous l'avais dit, et j'ai vraiment eu la surprise de découvrir que c'était une histoire qui traitait principalement de Maria. J'ai adoré en savoir un petit peu plus, avoir une version sur la vie de Maria, sur les difficultés qu'elle a dû surmonter, sur toute la vie qu'elle a eue avant l'arrivée de Anne. C'est un personnage vraiment très attachant, très courageux aussi à la mort de sa mère, et malgré toute la tristesse et le fait qu'elle soit une toute jeune fille, hein, quand ça arrive, elle va vraiment tenir la ferme, tenir sa famille à bout de bras sans faiblir. C'est vraiment elle qui sera la force de cette famille. C'est un livre vraiment très très émouvant où les émotions nous tiennent, nous portent, mais jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je pense que ça s'entend. C'était vraiment une très très belle découverte. La suite, c'est cette brique Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas. On est aux éditions Scrinéo SF, qui était également une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je l'ai enfin terminé. Il faut dire que c'est une belle brique, hein. Il fait plus de 600 pages, il fait 620 pages environ. J'ai pu le terminer. J'ai bien aimé. On se trouve dans cette histoire dans l'espace. Donc on a le système solaire qui a été colonisé et seule la planète Jupiter reste inaccessible. Des vaisseaux, durant les siècles, avec son équipage bien entendu, ont tenté l'aventure mais sans succès. Et on a deux jumeaux, Kate et Pavel, qui sont vraiment très liés l'un envers l'autre, et le rêve de Pavel est d'atteindre Jupiter. Alors, je pense que mon thé a la bonne température à présent qu'il a bien infusé. Ici, je suis sur un petit rooibos amande. Oui, parfait. Alors, on a Pavel. Son rêve, c'est vraiment d'atteindre Jupiter. Et quand celui-ci va disparaître, donc sa jumelle, Kate, décide d'aller à sa recherche malgré les difficultés et les dangers que cela va occasionner. Ces recherches vont l'amener sur Lama, qui est un bidonville flottant pas trop loin de Jupiter, et qui est en fait un refuge de toutes personnes qui veulent disparaître, qui veulent se faire oublier. Donc il n'y a pas que du beau monde dans ce bidonville. Au niveau de ma lecture, il faut s'accrocher les 100 premières pages environ, parce que le début est assez lent à démarrer. On nous explique vraiment bien le contexte, on a un cadre, on a plein d'informations, mais l'histoire n'avance pas. On se demande à un moment donné quand est-ce que ça va démarrer. Donc il faut dépasser ce cap des 100-150 premières pages. Et une fois que ça c'est fait, l'histoire s'accélère, le rythme des événements s'enchaîne vraiment jusqu'à la fin. Donc là c'est parti, les pages se tournent toutes seules, parce qu'en plus ce ne sont pas des chapitres très très longs. Donc il y a un rythme soutenu jusqu'à la fin, donc c'est vraiment agréable. Il y a de l'action, on a de l'aventure, on a des surprises, on a des émotions. Le tout est vraiment très très bien amené, donc c'était une belle découverte, ce roman. Et la fin est vraiment très très étonnante, très inattendue. Moi je suis restée clairement sur les fesses quand j'ai découvert cette fin. Je ne vous en dis pas plus évidemment, mais c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Il faut vraiment passer le cap de ces 100 premières pages comme je vous l'ai dit, mais après c'était une super lecture, vraiment très très bien. Enfin, nous avons celui-ci, Ceux qui ne peuvent pas mourir, la bête de Portevent. Donc c'est un premier tome, ce sera une trilogie. Il y a le second tome qui est déjà sorti, parce que je l'ai vu quand j'ai acheté ce premier tome. Le second était juste à côté, mais je me suis
Je me suis maîtrisée à apprendre le premier tome. Cette couverture, je la trouve magnifique. C'est celle-là qui m'a vraiment convaincue de le prendre. La couverture est tellement belle. Euh, à l'arrière aussi, donc au niveau de l'histoire. Nous sommes en 1887 à Paris et on va suivre Gabriel qui est un enquêteur mais pas un enquêteur ordinaire étant donné que son talent c'est la chasse aux égarés. Et les égarés ce sont des êtres qui se cachent sous une apparence humaine. Donc on a des loups-garous, on a des vampires, on a tous les dérivés des loups-garous parce qu'apparemment il y en a de plusieurs types, de plusieurs formes. Bref, ce sont toutes des créatures surnaturelles. Et au cours d'une de ses missions, il va rencontrer Rose, qui est une orpheline, qui va ramener avec lui parce que ses parents ont été tués par un égaré. Et donc, il ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est la première fois qu'il fait ça. D'habitude, il n'a pas le droit en fait de laisser des personnes s'approcher de lui, voir sa condition. Mais là, il a fait une exception, donc il a ramené cette orpheline avec lui. Et sa prochaine mission va le conduire dans le Finistère pour élucider toute une série de meurtres étranges. La vraie version, c'est que ces personnes ont été attaquées par des chiens ou des loups, mais c'est plus que ça. Donc il va emmener Rose avec lui pour sa propre protection, parce qu'apparemment il y a une mystérieuse confrérie qui vient un petit peu mettre son nez dans les affaires de Gabriel, et ça lui plairait clairement pas que cette confrérie sache que Rose l'accompagne et vive que Rose soit aussi proche de Gabriel. Donc j'ai adoré ce premier roman, c'est vraiment une histoire avec des créatures surnaturelles. On est bien dans une ambiance un peu noire, un peu flippante, avec justement cet aspect monstre, surnaturel, avec des meurtres un peu étranges. Le duo avec Rose et Gabriel est vraiment excellent. C'est vraiment un duo génial, je les adore. Il y a vraiment de l'humour, il y a du sarcasme, il y a des petites teintes d'ironie. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'adore. Il y a des moments où je me suis marrée toute seule dans ma lecture avec certaines phrases que sortait Rose, donc j'ai vraiment adoré. Ça s'est lu tout seul, moi je l'ai commencé en début d'après-midi et je l'ai terminé d'une traite. Il a été lu tout de suite. Il n'est pas super épais. On est sur 310 pages environ. Au niveau de la lecture, c'est très agréable. On a de l'espace assez, on a des marges assez grandes. Les pages sont d'une consistance épaisse normale, donc c'est très fluide au niveau de la lecture. C'est des petits chapitres courts. Moi j'ai tout adoré, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je connaissais pas du tout, j'en avais même jamais entendu parler et je suis vraiment contente de l'avoir découvert parce que j'ai vraiment hâte de finir cette série, de lire l'entièreté de cette trilogie quand le 3 sera dispo. Mais à mon avis, je vais vraiment pas tarder à acheter le second tome pour pouvoir continuer. Donc ça c'est pour les romans. Maintenant on a les petits mangas que j'ai lus. Donc j'ai continué cette série qui est L'Enfant et le Maudit, que j'avais déjà commencé, vu qu'ici on est au tome 3. Je ne vais pas trop vous en parler étant donné que c'est un troisième tome hein, et que j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes où on suit toujours le destin, l'histoire de cet enfant et de ce maudit qui s'appelle le professeur, qui l'accompagne et qui la protège. On apprend qu'en fait il y a eu une malédiction qui a transformé certaines personnes en êtres voilà, représentés comme ceci. Les êtres qui se sont transformés sont condamnés à rester à l'extérieur des villes. Dans les villes, il y a les personnes saines, on va dire, qui sont vraiment enfermés, qui se protègent de ces maudits parce qu'ils peuvent être touchés par la malédiction. Et on va suivre cette petite fille qui en fait vit avec un personnage qui a été maudit et qui, elle, apparemment ne subit pas, qui n'a pas subi cette malédiction. Donc on en apprend toujours un petit peu plus au sujet de ce personnage, de cette petite fille qui est super attachante, qui est vraiment innocente. C'est vraiment une très très chouette lecture. Il n'y a pas énormément de dialogue dans cette série, mais tout passe super bien au niveau du dessin. Les émotions, les sentiments, l'ambiance aussi est super bien ressentie. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très très bien fait.
on a vraiment toutes les ambiances qui passent par simplement un dessin. Je trouve ça vraiment fantastique. Donc si vous ne connaissez pas, ben, je vous conseille de tenter. Le second manga, c'est de nouveau une série que je poursuis avec celui-ci, La Reine d'Égypte, le tome 3 également, décidément. Donc j'avance dans cette saga que j'ai commencé aux alentours de Noël parce que c'était un de mes cadeaux que j'avais reçu. J'ai reçu les 7 premiers. Je pense qu'il y en a... En tout cas, c'était les 7 qui étaient déjà parus. Je les lis avec parcimonie parce que j'aime vraiment bien. J'ai pas envie de les finir trop vite. Je vous en avais déjà parlé également aussi dans des précédentes vidéos où on va suivre le destin ici de la reine Hatshepsut et la femme donc, qui est devenue pharaon. La première femme à être devenue pharaon. J'adore toujours autant suivre cette histoire. Ça évolue de plus en plus. De nouveau, je ne vais pas trop vous en dire étant donné que c'est un tome 3. Mais si vous aimez l'Égypte, si vous aimez l'Antiquité, eh bien foncez, n'hésitez pas, c'est vraiment excellent. Les dessins sont fantastiques. C'est une histoire terrible. Et enfin, le troisième, c'est celui-ci, Le Conte des Parias. C'est le tome 1, c'est un plus petit ici par rapport aux autres. Il fait une taille un peu plus petite, vous voyez, au niveau du format. C'est un manga que j'avais découvert par hasard en flânant et je me suis décidée à le lire. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui a été séparée de son frère jumeau quand elle était toute jeune et elle a été vendue, en tout cas elle est exploitée comme mendiante par un prêtre. On est au 19e siècle, on est à la fin du 19e siècle et un diable qu'on voit ici va se rendre compte que cette petite fille a un talent car elle peut le voir, elle peut l'entendre, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres humains. Donc il va tous les soirs venir la voir dans sa pauvre petite chambre où en fait elle est retenue vraiment prisonnière et il va lui raconter des histoires. Et il y a une relation qui va se faire entre cette petite orpheline et ce puissant diable. Alors c'est pas mal comme histoire. J'ai bien aimé ce premier tome. Je ne sais pas par contre si je vais continuer la série parce qu'au niveau des mangas, c'est comme pour les livres. Il y en a tellement que je ne sais pas si j'ai assez aimé pour poursuivre. Mais en tout cas, c'était une histoire originale. C'était bien fait. Il y avait un peu de tout. J'ai passé un bon moment de lecture. À voir si je vais poursuivre. Là, on a fini pour mes lectures terminées. J'ai pu commencer évidemment d'autres lectures ou même poursuivre certaines lectures dont je vous avais déjà parlé la semaine passée. Je commence par ma lecture en cours qui est par une de mes lectures en cours qui est celui-ci. C'est le livre des étoiles. On a la trilogie, c'est de Eric L'Homme et on est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre absolument magnifique. Attendez, regardez. Moi ceci avec un système de pliage. Hop. Donc on a ici une trilogie, donc trilogie veut dire 3 livres en un. J'ai presque fini parce que vous voyez je suis ici, donc vraiment à la toute fin. Il me reste une petite centaine de pages pour terminer. J'ai mis 2 marque-pages. Il y en a un tout nouveau que je me suis acheté il y a vraiment pas longtemps. Hop, je vous le montre. Donc c'est un marque-page Harry Potter. On a ici les reliques de la mort et au niveau de la tige, si je puis dire, c'est comme une branche de lunettes. Ça fait pas super bien la mise au point. Mais on voit ici écrit Harry Potter et c'est vraiment comme une branche de lunettes. Je trouvais ça super original. Donc je me sers de celui-ci pour la fin de chaque livre. Comme ça, je vois où j'en suis au niveau de la fin. Et j'ai mon autre marque-page, celui-ci qui indique clairement là où j'en suis. Donc j'ai presque fini. C'était une des sagas
qui me tentait, que j'avais dans mes piles à lire, mais que je n'avais toujours pas commencé. Et donc, je vous avais fait une vidéo où je vous demandais des conseils pour quelles étaient les sagas que je devais absolument commencer. J'ai eu des réponses et c'est celle-ci qui est ressortie le plus souvent, donc je me suis décidée à la lire. Ça se lit vraiment très vite, je suis contente de l'avoir lu. Au niveau de l'histoire, on va suivre un garçon qui s'appelle Guillemot. Guillemot qui est un garçon de 13 ans, sans rien de spécial, en tout cas au début, jusqu'au moment où il va ressentir la magie, la sorcellerie, et son destin va être un petit peu chamboulé, étant donné qu'il va commencer un apprentissage de sorcier auprès d'un très très grand maître. On se trouve au pays 10. Et c'est un univers assez particulier parce qu'on a le monde certain qui représente en fait notre monde. On a le pays 10 qui est le pays de Guillemot où la magie est présente. Et on a le monde incertain. Donc là, c'est un monde assez dangereux où on a des orques, des créatures un peu mystiques, un peu étranges. Et on a également le grand danger que représente l'ombre, qui est le personnage méchant, on va dire, de l'histoire. Et il y a moyen, avec des portes et des sorciers, évidemment, parce qu'il faut avoir une capacité magique de circuler entre ces mondes. On apprend que Guillemot vit avec sa mère, que son père est parti du jour au lendemain. Apparemment, il serait parti dans le monde certain. Donc, il vit seul avec sa mère et le sujet de son père est un sujet vraiment très très flou. Il va faire son apprentissage de magicien, de sorcier, et il a vraiment un talent pour ça. Donc il apprend très très vite, il a une facilité au niveau de la sorcellerie, de la magie. Guillemot a des amis, donc un petit groupe d'amis qui est composé de 2 filles et de 2 garçons également. Et il a une bête noire à l'école qui s'appelle Agathe, qui est accompagnée par son fidèle compagnon qui s'appelle Thomas. Et Agathe, son passe-temps, c'est vraiment de martyriser Guillemot. Et un jour, en tentant d'embêter Guillemot, il y a des créatures du monde incertain qui vont débouler sur la plage et qui vont emmener en fait Agathe. Donc l'histoire va démarrer de là. Guillemot et ses amis vont décider de se rendre dans le monde incertain pour libérer cette Agathe. Donc on a toute cette histoire qui s'enchaîne, évidemment, vu qu'il y a 3 livres. Là, je vous explique ce qui se passe dans le premier livre. Je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans le second ni dans le troisième que je suis occupée à lire, évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, j'aime bien. Ça se lit vraiment très très vite, hein. C'est des chapitres courts. C'est de la littérature jeunesse. Donc ça se sent, c'est adressé à des enfants de 10-14 ans, mais c'est quand même bien fait, je trouve. Le premier livre, c'est pas que je me suis embêtée, mais voilà, je trouvais qu'il n'y avait rien de fou qui se passait. Les choses deviennent vraiment intéressantes dans le second livre, où là, il y a quand même une certaine profondeur qui commence à s'installer. Après, c'est pas hyper profond parce que ça reste de la littérature jeunesse, mais bon, tant qu'on a ça en tête, on passe un très bon moment. Donc dans le livre 2, il y a un peu plus d'intrigue, de complot. Après, tout reste assez facile dans le sens où j'ai déjà ma petite idée sur ce qu'il en est exactement, et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir raison sur plein de choses au courant de la lecture. Donc voilà, c'est pas un suspense de dingue quand on est adulte et quand on a l'habitude de lire des livres plutôt tels que Le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça, qui sont vraiment plus réservés à un public adulte. Mais ça se lit très bien. Franchement, c'est un bon moment que je passe. Les personnages de Guillemot et ses amis sont super attachants. Il y a toujours cette équipe soudée d'amis qui s'entraident malgré tout, malgré les dangers. Il se passe plein de choses. J'aime bien. C'est un univers très sympathique. J'arrive vraiment à la fin, donc franchement, si j'ai déjà lu jusqu'ici, j'ai lu 743 pages, c'est que j'apprécie cette lecture, hein. Il ne faut pas lui en demander plus que ce qu'elle est, mais sinon,
Ça se lit très très bien et je passe un très très bon moment avec ce livre. Je suis en tout cas contente d'avoir pu le commencer et de bientôt le terminer. À mon avis, je vais le poursuivre dans le courant de cet après-midi et il sera fini d'ici là. Autre lecture en cours, je vous en avais parlé la semaine passée, c'est celui-ci. C'est le tome 2 de la passe miroir, Les disparus du clair de lune. Bah décidément, c'est pas facile à dire. Les disparus du clair de lune. J'ai pas beaucoup avancé dessus, je suis à la page 80. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est juste que j'ai préféré avancer cette semaine dans celui-ci. Et celui-ci a été mis un rien de côté. Mais c'est pas du tout le livre qui est en cause parce que je suis à fond dedans, je pense que je vais vraiment bien le poursuivre cette semaine et l'avancer cette semaine pour pouvoir un peu plus vous en parler ensuite. J'ai également pris celui-ci, donc celui-ci c'est un peu particulier parce que c'est un Elisabeth Georges, Sans l'ombre d'un témoin aux éditions Pocket, qui est une belle brique qui fait un peu plus de 900 pages. Et ce livre, en fait, je l'ai repris. J'ai repris ma lecture. Je l'avais déjà commencé il y a longtemps. Mais quand je vous dis il y a longtemps, ça devait être il y a plus d'un an, si pas plus de 2 ans. Et je l'avais mis en pause. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne me rappelle plus pourquoi. Parce que l'histoire, elle est bien. C'est une histoire policière. Donc, il y a des meurtres. En fait, on se trouve à Londres. Et il y a une série de meurtres atroces qui visent des jeunes adolescents métis venant des quartiers défavorisés. Et apparemment, on constate qu'ils sont torturés selon un rituel assez macabre. Donc, on a l'inspectrice qui s'appelle Barbara qui s'occupe de cette enquête avec un autre inspecteur. Et on suit cette enquête, il y a des meurtres qui se succèdent. C'est vraiment bien, mais je l'avais mis en pause, je ne me rappelle plus pourquoi. Et dernièrement, je l'ai revu dans un tiroir hein, et j'ai eu envie de le reprendre. Du coup, j'ai avancé, j'ai quand même bien avancé. Je pense que j'ai lu plus d'une centaine de pages, presque même 150 à mon avis. Mais je suis perplexe parce que je suis à la page 318. Il y en a 900, donc il me reste encore 600 pages. Et là, il y a déjà eu 5 meurtres. Donc l'enquête commence à avancer. Il y a des pistes qui vont un petit peu plus loin, qui sont davantage suivies. On commence vraiment à sentir la tension au niveau du commissariat, des responsables, tout l'enjeu politique également. Donc ça devient un petit peu tendu à ce niveau-là. Mais je me dis, il y a encore 600 pages. Est-ce qu'il va y encore avoir d'autres meurtres ou est-ce que la série de meurtres est clôturée et maintenant on va se concentrer vraiment sur l'enquête, mais ça me paraît quand même long, 600 pages pour boucler une enquête et choper un serial killer. Bon après voilà, je sais pas du tout, mais ça m'intrigue, donc je vais le continuer, le poursuivre et j'espère pouvoir vous en dire un petit peu plus, peut-être même le finir d'ici la semaine prochaine. En tout cas je vais le tenter, je vais le tenter. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. À présent, je vais vous faire un petit book haul de mes dernières acquisitions, mes toutes dernières acquisitions. Je vais le faire maintenant dans cette vidéo point lecture habituelle parce que en fait j'ai tout mon tas de livres qui est juste ici. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de tout faire en un. Alors, commençons. J'ai ce petit manga que j'ai découvert ce week-end qui m'intriguait bien. Je vois ici à l'arrière, ce qui m'a tenté, c'est qu'il était mis protéger les livres, c'est protéger le monde. Ça m'a convaincue. C'est le tome 1, donc c'est Magus of the Library. C'est le premier tome, je n'en sais pas plus, mais étant donné que ça parlait de livres, de protéger les livres, ça m'a bien tenté. Je pense qu'il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis. Je crois que j'ai vu le 5e tome qui était posé sur une étagère, mais je vais commencer évidemment avec le premier tome. Dans les mangas, je me suis également acheté ceci qui me faisait super envie. J'avais vu par hasard le 3e tome qui était posé là, mais il y avait seulement le 3e tome. Donc je m'étais dit, ben non, je vais pas acheter le 3e tome, il faut d'abord le premier. C'est le livre des sorcières, c'est aux éditions Glénat. La couverture, elle est super chouette parce que c'est version papier. Donc, enfin, les mangas d'habitude, c'est en mode brillant, hein,
La surface elle est bien glissante, mais ici ça reste sur une texture papier, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Ils sont assez grands. Et en allant chez Club pour tout à fait autre chose, je les ai vus. Ils étaient là, tous les trois. On a ici le premier volume, on a le deuxième volume et on a le dernier volume. Je me suis dit que c'était un signe que je les retrouve comme ça, tous les trois présents, et du coup j'ai craqué. J'en avais entendu de bons échos, c'est ce qui m'a décidé et ça m'intrigue de fou. Je vais vous lire ce qu'il y a ici comme information au dos du premier. Donc le médecin Jean Weir est envoyé dans un village de campagne par son duc de tutelle afin d'y apaiser le tumulte causé par l'apparition d'un loup-garou. Tandis que Weir s'occupe de soigner Marthe, la jeune fille attaquée par le lycanthrope, la population frémit à l'idée de la présence d'un serviteur de Satan parmi elles. Ça me tente bien. En plus, de nouveau, loup-garou, lycanthrope, ça me rappelle ma lecture de cette semaine, Ceux qui ne pouvaient pas mourir. Je me retrouve dans le même cadre, dans la même ambiance, avec un petit soupçon de sorcellerie. Apparemment, ça me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, passons au livre. Il y avait un livre qui me faisait envie depuis mais super longtemps et j'ai craqué. C'est celui-ci, c'est Greka. C'est le premier, évidemment, le tome 2 vient de sortir. C'est ça qui m'a poussé à acheter le premier tome. Ça aussi, et le fait que c'était le seul qui restait dans la librairie. Donc, c'est aux éditions Inceptio. Et c'est un livre qui me tente de fou depuis longtemps. Donc là, j'ai craqué. Je vous lis ce qu'il y a au dos pour vous mettre un petit peu le contexte. Donc, près de 1000 années terriennes se sont écoulées depuis que l'homme a posé les pieds sur cette nouvelle planète. 1000 années, c'est suffisant pour oublier l'histoire et répéter les erreurs du passé. Pour l'heure, Cyanel, Nathanéon et Éliès s'apprêtent à entamer une nouvelle année au service de leur patrie. Une injustice pour la première, une sanction pour le deuxième, une obligation pour le dernier. Si tout semble les opposer, il se pourrait qu'ils aient bien plus en commun qu'ils ne le pensent. Bienvenue au camp de base numéro 2 de Zélide, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ça me faisait envie, vraiment très très envie. Et pour pas prendre trop de retard, étant donné que le tome 2 vient de sortir, je me suis décidée. En plus, après chaque chapitre, on voit une page comme ça pour le début. Plutôt pour le début de chaque chapitre, on a une page toute noire. D'ailleurs, on le voit ici, que c'est coupé à chaque fois par une page noire. On a celui-ci. J'ai également pris ceci, l'envol du phénix, que je vois passer pas mal pour le moment. C'est aux éditions Lumen. C'est le premier tome d'une trilogie également, me semble-t-il. C'est écrit par Niki Preto. Ça me tentait, cette histoire me tentait vraiment beaucoup. J'ai même pas lu la 4e de couverture, le livre est vraiment magnifique. C'est une belle brique, mais c'est des éditions Lumen, donc je pense que ça se lit assez facilement, c'est assez fluide à l'intérieur, mais de toute façon peu importe, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire autour de créatures un petit peu fantastiques. Le fait que ce soit un phénix, moi ça me parle, et je compte bien me lancer là-dedans dans pas trop longtemps, j'espère. Alors, passons à la suite. Ce sont à présent des livres de poche. Il y a celui-ci, donc le trône de diamant, qui est une trilogie qui vient d'être refaite, je pense, qui vient d'être rééditée, me semble-t-il, par Pocket. J'ai craqué pour le premier volume. En fait, c'est la trilogie des joyaux. Et ils ont tous une superbe couverture comme ça. Il y en a un qui est jaune, donc celui-ci, le premier. Il y en a un qui est rouge et il y en a un qui est bleu, il me semble. Et ça m'intriguait vraiment cette histoire, cette trilogie. Donc on a Émouchet, le chevalier Pendion est de retour en Hélénie après 10 ans d'exil, prêt à reprendre sa place de champion de la reine Hélana. Mais cette dernière est frappée d'un mal mystérieux et Séphrénia, la vieille sorcière styrique, n'a pu que retarder l'échéance. Assise sur son trône, enchâssée dans un bloc de cristal, la jeune reine est mourante. À peine revenu, le valeureux Émouchet doit aussitôt repartir et se mettre en quête de remèdes en compagnie de Séphrénia et de la petite flûte aux étranges pouvoirs.
Ça me tentait, ça me tente toujours évidemment. Sorcière, mal mystérieuse, histoire de chevalier, de bravoure, ça me semblait super bien. J'avais hâte de découvrir cette trilogie, donc je vais commencer avec le premier bien entendu. Il y a aussi ce livre qui me faisait envie depuis un petit moment, mais j'arrivais pas à trouver en librairie le premier tome. Je voyais beaucoup le second tome, mais jamais le premier. Là, je l'ai vu, il m'attendait de nouveau un signe. Ou pas, mais donc de toute façon, moi je l'ai pris. C'est celui-ci, Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. On est aux éditions Pocket de nouveau. Et c'est la sélection Grand Prix des lecteurs 2022, donc je suppose que c'est une chouette histoire. Apparemment, c'est quelque chose d'assez émouvant. Il faut peut-être prévoir un paquet de mouchoirs près de soi quand on commence cette lecture. Là, je ne veux pas savoir ce qui se passe sur la 4e de couverture. Je vous le montre si vous souhaitez savoir ce que ça raconte. Moi, je préfère garder la surprise. Et voilà, c'est un livre qui me tente vraiment, vraiment très, très fort. Il y a celui-ci aussi, que je ne connais pas du tout. C'est Au service surnaturel de Sa Majesté, aux éditions Pocket toujours. Et c'est écrit par Daniel O'Malley. Donc on était dans la librairie et il y a mon copain qui me montre le livre. Il me fait oh, regarde, ça a l'air sympa. Et là, il y a la dame du rayon qui nous dit ah, franchement, c'est super chouette, je l'ai lu, c'est marrant, il y a de l'humour, il y a un petit côté sarcasme et tout. Et là, je me suis dit, bah, ok, c'est parfait pour moi. C'est également quelque chose qui me plaît énormément. Donc, je l'ai pris sans hésiter. En plus, la couverture, elle est super intrigante, décidément. Je trouve ça super joli, la façon dont c'est mis en page. Et en plus, il y a du surnaturel. Ce que je regarde ici, on a un avis qui est noté là, je vous le lis. Ajoutez à ce mystère initial une bonne dose d'humour, de fantastique et de psychologie surhumaine et vous obtiendrez un livre génial, déjanté et ô combien intelligent. Je vous en dirai plus une fois qu'il sera lu. J'ai craqué pour celui-ci, le tome 3 de la série Blackwater. J'ai aussi craqué pour le tome 1, le tome 2. Je les ai toujours pas lus, mais je trouve que les couvertures sont tellement belles que je ne peux m'empêcher en fait de les acheter à chaque fois qu'ils sortent. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes dans le même cas, dites-moi si c'est le cas, que je me sente moins seule, mais regardez-moi ces couvertures, elles sont tellement magnifiques. Alors heureusement, j'ai entendu de bons échos sur cette saga, donc je ne suis pas occupée à acheter des livres qui ne sont pas waouh à première vue, mais de toute façon je me ferai mon propre avis, mais ça me rassure un petit peu de savoir qu'il y a quand même des bons échos à ce sujet. J'espère pouvoir commencer cette série assez vite, surtout qu'ils sont vraiment tout petits, regardez, par rapport à un livre de poche, voilà, on perd un bon centimètre et ils sont très fins, ils sont assez fins, on a à plus ou moins 230 pages pour chaque livre, me semble-t-il. Donc ça se lit assez vite, hein. On se rassure comme on peut de ces magnifiques éditions ici de Monsieur Toussaint. L'ouverture, c'est splendide. Autre chose, c'est celui-ci. C'est le Prieuré de l'Oranger, c'est le second tome, parce que j'ai déjà le premier tome. Et étant donné que c'est une des sagas que je pense, que je compte en tout cas, que j'espère lire très prochainement, je me suis dit que j'allais quand même acheter le second tome pour pas être bloquée une fois que je me serai lancée dans ma lecture. Et on a également celui-ci, La Plantation, qui est aux éditions Charleston Poche, qui me tente beaucoup. J'en ai entendu parler assez régulièrement sur les réseaux et j'étais curieuse de pouvoir découvrir cette histoire qui a l'air vraiment très intéressante. On voit ici une fresque familiale aussi passionnante qu'émouvante. Donc au niveau de l'histoire, on est en Caroline du Sud en 1835 et Silas Tolliver n'a qu'un seul rêve, celui de partir pour le Texas avec sa bien-aimée Letty pour établir une plantation. Mais lorsqu'il est privé de son héritage et se retrouve sans argent, il voit son rêve s'écrouler. Fille d'un riche propriétaire terrien, Jessica Wyndham a caché un esclave fugitif. Pour laver l'honneur de sa famille, son père propose un marché à Silas. Il financera son expédition vers l'ouest s'il accepte d'épouser Jessica et de partir avec elle. Réussiront-ils à surmonter leurs différences et à vivre heureux ensemble? Et quelle est cette mystérieuse malédiction qui semble toucher les Wyndham et les Tolliver?
ça m'intrigue. Alors, j'ai également fait des achats, mais des achats Vinted. J'ai eu l'occasion d'acheter pas mal de choses à petit prix, donc je suis contente. J'ai celui-ci, Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, en grand format aux éditions Calman Lévy Noir. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, mais j'hésitais. J'ai encore jamais lu de Jérôme Loubry, mais étant donné que j'en entends tellement de bons échos, j'étais curieuse de découvrir, et celui-ci, la couverture me tente vraiment beaucoup dès qu'il est sorti, comme je vous l'ai dit, et j'en ai entendu pas mal de bonnes choses également, donc j'ai eu envie de tenter. Donc j'ai pu le trouver sur Vinted à prix très réduit, je suis contente, et en état impeccable, parce que ça je déteste. Moi je fais super attention à mes livres, je les prête qu'à des personnes où je suis sûre qu'elles en prendront soin, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis super maniaque. Donc ici j'achète les livres Vinted, mais quand ils sont que quand ils sont dans un état impeccable, neuf quasi. Autre chose que j'ai pu trouver, c'est celui-ci, Un si long après-midi, qui est un livre qui vient de sortir également et qui me faisait super envie. De nouveau, il me tente un truc de fou. Super bon état, évidemment, parfait état. Donc ici, hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr, pas encore. Un des meilleurs romans de 2021 selon la presse anglaise. Donc, on a dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche, son horizon de femme au foyer pourtant s'arrête au haies bien taillé de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Donc j'ai hâte de le découvrir. Autre chose, c'est celui-ci, c'est Les yeux des ténèbres de Dean Koontz. Je ne sais pas comment on prononce. C'est sans doute pas comme ça, mais je fais de mon mieux. On est aux éditions L'Archipel. Et ça, c'est un livre, en tout cas, c'est un auteur qui m'a été conseillé par mon beau-père, qui lit aussi quand il a le temps, quand il a vraiment le temps. Donc, il m'avait conseillé cet auteur et j'avais envie de découvrir. Donc, en cherchant un petit peu les ouvrages de cet auteur, je suis tombée sur celui-ci qui m'a fait de l'œil, qui me tentait bien. Donc, je vais me lancer. Si vous connaissez cet auteur ou si vous connaissez ce livre, n'hésitez pas à me dire comment c'est, ce que vous en avez pensé. Et enfin, le dernier trouvé sur Vinted, c'est celui-ci. Je suis super contente, c'est L'âge des ténèbres, le complot du masque d'or. On est aux éditions Ouise de Albin Michel. De nouveau, un état super, magnifique. Ici, on est plus dans de la jeunesse fantasy, on va dire. Donc, durant des millénaires, 7 prophètes ont guidé l'humanité par leur vision jusqu'à leur disparition. De leur règne subsiste le terrible présage d'un âge des ténèbres. Alors que le chaos s'installe, un tyran sème la terreur autour de lui, le masque d'or. Dès lors, la résistance s'organise, car il se murmure qu'un sauveur providentiel a vu le jour et que lui seul pourra empêcher l'avènement des ténèbres et faire de nouveau régner la paix. Une question persiste, qui est-il? J'ai hâte. Et voilà, c'est tout pour ce book haul improvisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes toujours ici. Je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres dont je vous ai parlé, si certains livres vous ont plu. Je vous souhaite un excellent week-end, plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!